Donc, je vais vous partager mon PowerPoint. Voilà. Donc, j'ai pas encore trouvé le meilleur fonctionnement, disons, pour les présentations en ligne. Je vous dirais, allez-y spontanément, là. Vous pouvez soit lever la main si vous savez comment. Vous pouvez soit juste vous démuter. Je pense que ça devrait bien aller, là. En général, les gens, ils se parlent pas trop par-dessus. Donc, allez-y comme bon vous semble. Donc, bienvenue à ce petit webinaire dispensé par le CRIPCAS, en fait, qui porte sur l'entrevue individuelle en recherche, donc conduite et intervention qui sont sensibles aux enjeux traumatiques et aux enjeux de pouvoir. Comme je ne sais pas si tout le monde est au même stade, là, peut-être qu'il y a des personnes qui n'ont jamais encore fait d'entrevue, d'autres qui en ont fait plusieurs, etc. Donc, c'est une conférence, un webinaire qui se veut assez sommaire, là. En fait, on ne peut pas aller explorer tout en profondeur, évidemment. Donc, ce que je vais commencer par vous présenter, c'est un peu, c'est quoi le savoir-faire, le savoir-être de l'intervieweur qui sera privilégié. Donc, on va regarder un peu ensemble, c'est quoi un peu les qualités d'un bon intervieweur, quelles sont les bonnes et les moins bonnes techniques d'entrevue qu'on peut utiliser. Je vais essayer de faire ça quand même assez vite pour aller au cœur, en fait, de la formation qui est plutôt comment développer, en fait, une conduite qui est sensible au trauma et aux enjeux de pouvoir en tant qu'intervieweur. Puis on pourra faire ensemble quelques petites mises en situation délicates. Tu sais, qu'est-ce qui peut arriver dans le cadre d'une entrevue, des fois qu'on s'attend moins, qu'on ne sait pas trop comment réagir. Donc, on pourra regarder ça ensemble. Donc, quelles sont les principales qualités d'un intervieweur ou d'un bon ou d'une bonne intervieweur? L'authenticité. Je le mets en premier parce que je trouve ça tellement important, tu sais. Oui, on a un rôle professionnel, évidemment, là, en tant qu'intervieweur, mais c'est important de demeurer authentique parce que quand on essaie trop d'être dans un carcan trop professionnel ou d'être quelqu'un d'autre que soi-même durant l'entrevue, bien, ça paraît, puis ça teinte l'entrevue. Puis souvent, les participants, ils vont le voir, là, tu sais. Fait que, essayez de demeurer vous-même. Tu sais, si vous êtes quelqu'un en général qui aimait beaucoup l'humour, bien, c'est possible d'en faire aussi dans le cadre d'une entrevue. Donc, essayez de demeurer authentique. L'empathie, évidemment, hein, surtout quand on travaille auprès de survivants de trauma ou des personnes qui ont des vécus difficiles. C'est sûr que c'est une qualité qui est super importante pour tous les types de sujets, mais particulièrement auprès de ces populations-là. Une attitude qui est positive et non jugeante. Évidemment, c'est sûr que des fois, vous allez avoir des dévoilements auxquels on ne s'attendrait pas toujours ou vous pouvez avoir des informations qui pourraient vous surprendre ou vous choquer d'une certaine façon parfois. Mais c'est important de conserver cette attitude-là, positive et non jugeante pour que le participant ou la participante puisse continuer à raconter son histoire puis à se dévoiler. Le silence et l'écoute active. Souvent, là, on a vraiment de la misère à tolérer les silences, hein. C'est comme un peu un moment awkward où on ne sait pas trop quoi faire, on ne sait pas trop quoi dire, autant pour vous que pour le participant ou la participante. Mais c'est un moment qui est important. Tu sais, des fois, ça peut être juste que la personne en avant de vous, elle est en train de réfléchir à qu'est-ce qu'elle va dire, elle est en train de se rappeler certains souvenirs, hein. Souvent, on fait des études qui sont rétrospectives, donc on demande aux participants de se rappeler certains événements. Donc, des fois, ça peut prendre un petit moment avant que la personne puisse se rappeler ces souvenirs-là. Je vous dirais par contre qu'un silence en général de plus de 10 secondes, là, on pourrait comme relancer une question, bien évidemment, pour pas que ça devienne trop awkward. Mais il faut être capable quand même de les tolérer un bon moment. La patience. Ça se peut que vous tombez sur une personne qui est peut-être plus méfiante ou qui a plus de difficultés à se dévoiler. Puis c'est tout à fait normal. Puis il faut faire preuve de patience durant l'entrevue, hein. Puis souvent, on va orienter nos questions aussi de Canva en fonction de ça. Donc, on va y aller avec des questions, des fois, qui sont plus générales au début, qui sont moins confrontantes ou qui vont moins dans le vécu traumatique.
Puis c'est important aussi d'y aller avec progression durant l'entrevue, en fait, puis de faire preuve de patience avec les participants pour que le lien se développe un peu plus, puis que la personne soit capable de se dévoiler au fur et à mesure. Transposition temporaire du ou de la chercheur dans le monde de la personne, ben ça aussi c'est super important parce que durant le court moment de l'entrevue, il faut que vous soyez capable de vous mettre un peu, sans nécessairement tomber dans la sympathie évidemment, mais de vous mettre dans la peau de cette personne-là, de ce qu'elle a vécu pour comprendre son monde, comprendre ce qu'elle a vécu. Puis c'est super important de le faire autant pendant l'entrevue qu'après quand on décide de faire des analyses, en fait. Voilà. Maintenant, on va passer aux techniques d'entrevue. Comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas si vous avez des questions, mais je vais essayer de passer quand même rapidement pour qu'on ait vraiment au cœur de la formation. Donc, une première technique d'entrevue qu'on peut faire, c'est la demande d'explication. Donc, éclaircir certains points, aller plus en profondeur dans le contenu ou sonder d'autres pistes, en fait. Donc, un exemple, vous avez mentionné X tout à l'heure, j'aimerais savoir ce que ça signifie pour vous. Donc là, ici, on va avoir la signification d'un événement. Cette expérience que vous venez d'aborder, pouvez-vous m'en parler un peu plus? Donc, on incite à développer un peu plus sur ce que la personne vient de mentionner. Ensuite, il y a la reformulation. Donc, paraphraser, utiliser les concepts qui sont déjà présents dans le discours ou le non-verbal. Valider une perception ou la compréhension, en fait, qu'on fait de quelque chose que le participant ou la participante nous a mentionné. Donc, il y a deux types de reformulation, de contenu qui s'appelle un écho et de sentiment d'émotion. Okay? Donc là, on va vraiment mettre en valeur comment la personne, elle se sent. Donc, un exemple de reformulation écho. Cette situation que vous me racontez semble susciter beaucoup de colère en vous. Oups, pardon, ça c'était un exemple de reflet. Donc là, on vient en fait nommer à la personne ce qu'on perçoit, OK? Donc, elle semble susciter beaucoup de colère en vous. Et ça peut être très bénéfique, OK? Souvent, ça peut aider un peu à connecter avec le participant, l'inciter à se dévoiler davantage parce qu'il va se sentir compris. Mais faites attention quand vous décidez de faire un reflet, soyez sûr de votre shot. T'sais. Soyez sûr que vous mettez le doigt sur la bonne émotion puis sur vraiment ce qui se passe vraiment chez le participant ou la participante. Et un exemple d'écho, une expérience douloureuse, où là, on met l'emphase sur un mot où on voudrait plus d'éclaircissement, en fait. Okay? Qu'est-ce que ça veut dire douloureuse? Donc, on met l'emphase sur le mot douloureuse. L'évaluation, donc, il y a une approbation ou une désapprobation par un jugement de valeur de la part de l'intervieweur. Donc, l'évaluation, elle peut être positive ou elle peut être négative, donc l'approbation ou la désapprobation. Puis elle peut être aussi non-verbale. Donc, par exemple, positive, ça peut être hocher la tête, négatif, ça peut être froncer les sourcils. Un exemple d'approbation positive, vous avez tout à fait raison, ou de désapprobation, je ne crois pas que ce soit une bonne idée. Donc, évidemment, l'évaluation en général, qu'elle soit positive ou négative, j'essaie de l'éviter. Pourquoi pensez-vous qu'on doit éviter ce genre de technique-là? Est-ce qu'il y en a qui veulent se lancer? Oui, Camille? Vous avez tout à fait raison, comme ça s'enligne un peu comme qu'est-ce que tu t'attends de la personne, ça pourrait influencer ses réponses d'une certaine manière. Comme, quand je dis ça, c'est bon, c'est la bonne chose que je dois dire. Mm-hmm. Dans le fond, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse à une entrevue. Mm-hmm. Ben oui, exactement. Fait que c'est sûr que ça peut avoir une influence sur qu'est-ce que la personne va dire après, comment va se dérouler l'entrevue, si on porte une certaine opinion sur ce qui est mentionné.
Je vois dans le chat Maggie qui dit pourrait causer des biais. Est-ce que tu peux t'expliquer un petit peu plus quel genre de biais? Ah ben ça va un peu dans le même sens que Camille. Ça pourrait poser des biais dans le sens que la personne pourrait après ça diriger les réponses de son entrevue pour aller dans le même sens que l'intervieweur. Oui, super. Oui, c'est ça. Fait que dans le fond, ça peut vraiment teinter le reste de l'entrevue, puis teinter aussi les réponses qui vont être mentionnées par le participant ou la participante. Mais une autre chose qui est importante aussi, c'est que si jamais là, vous approbez quelque chose ou désapprobez quelque chose qui peut causer certains risques. Je vous donne un exemple. Par exemple, la personne vous mentionne que, je ne sais pas, elle pense peut-être à avoir recours à un IVG, donc à une interruption volontaire de grossesse. Puis là, tu sais, bon, je prends un exemple un peu intense, là, mais vous dites, ben oui, c'est sûr que c'est la meilleure solution pour vous, tu sais. Ben là, à ce moment-là, c'est que ça peut avoir des implications, l'opinion qu'on vient de donner aussi sur une expérience ou quelque chose que la personne veut faire. C'est que si après, ça n'a pas fonctionné comme elle voulait ou c'était peut-être pas finalement vraiment le choix qu'elle aurait souhaité faire, mais tu sais, ça peut aussi se retourner contre vous. Fait que c'est vraiment des interventions que j'essaie de proscrire en général, même si elles sont un peu moins intenses que ça habituellement, là, mais j'essaie de ne pas porter un jugement ou une évaluation sur ce qui est dit. Et faites attention aussi à votre non-verbal parce que souvent, notre non-verbal, il parle beaucoup. Donc, c'est sûr que les hochements de tête, c'est sûr que des fois, on le fait comme un peu par défaut. C'est comme un automatisme pour dire oui, je suis à l'écoute puis je comprends ce que tu dis. Mais faites attention aussi à ça. Puis le froncement des sourcils aussi. Une autre technique, c'est la confrontation. Donc, qui est sur 2 narrations, par exemple 2 choses que la personne va dire, sur des valeurs aussi qui sont contradictoires chez le ou la participante ou en contradiction avec le point de vue de l'intervieweur. Fait que, par exemple, la personne vous dit au début de l'entrevue qu'elle a vécu quelque chose, que ça a été très difficile pour elle, puis là, finalement, elle en reparle à la fin de l'entrevue, puis elle dit « Ouais, finalement, c'était pas difficile pour moi. » Ben là, à ce moment-là, c'est pas notre rôle d'aller confronter la personne en lui disant « Ouais, mais au début, tu as dit que c'était pas difficile. » Tu sais. Ça pourrait créer une espèce de confrontation qu'on voudrait pas. Donc, en général, on essaie d'éviter. Puis aussi, par exemple, si la personne dit quelque chose qui va un peu à l'encontre de vos valeurs, évidemment, à part si c'est vraiment une attaque personnelle ou quelque chose qui pose d'autres enjeux, mais si la personne parle d'expérience ou de perceptions qui sont contraires un peu à vous, votre vision ou vos valeurs, bien, c'est pas notre rôle non plus de la confronter, parce qu'on veut avoir accès justement à toutes sortes de points de vue. En général, c'est quelque chose qui est à proscrire. Donc, je vous ai déjà donné un petit peu des exemples. Les transitions. Donc, ça permet le passage d'un thème à l'autre. Un exemple, nous venons de discuter de X et j'aimerais maintenant que l'on aborde. Ou encore, nous allons maintenant aborder une thématique un peu différente, soit X, Y, Z. Donc, c'est ce qui permet le passage d'un thème à l'autre dans l'entrevue. Par contre, ça peut toujours être fait de façon beaucoup plus fluide. Je vous donne un exemple. La personne vous mentionne au début de l'entrevue qu'elle a eu recours à des services d'aide pour les traumas qu'elle a vécus. Puis nous, dans notre canevas d'entrevue, c'est le dernier thème, en fait, qui est la recherche d'aide. Bien, vous pouvez justement faire une transition en rappelant, en fait, ce qui a été mentionné au début. Par exemple, vous avez mentionné au début de l'entrevue que vous avez eu recours à un psychologue. Pouvez-vous m'en parler un peu plus? Donc, vraiment de rappeler un événement qui a déjà été mentionné aussi. Les interventions pour recentrer,
Donc, ramener à ce qui concerne l'entrevue qualitative afin de pouvoir répondre à nos questions de recherche, parce que des fois, ça va arriver que les participants et les participantes vont vous amener à toutes sortes d'endroits. Vous parlez de la cousine, de la voisine, de vous raconter une histoire qui n'a pas du tout rapport avec l'entrevue. Donc, c'est important de se rappeler des techniques pour recentrer, en fait. Par exemple, cette expérience n'a pas dû être facile pour votre ami. J'aimerais qu'on se ramène à vous et votre expérience. Ou pour revenir à ma question initiale, donc, c'est sûr qu'on veut essayer de ne pas couper la personne, là, évidemment, on reste poli quand même. Mais c'est important de saisir tout de suite une opportunité quand on l'a, de ramener puis de recentrer sur les questions d'entrevue parce que sinon, les entrevues vont s'éterniser pour rien, en fait. La réponse clé, donc proposer, soutenir, argumenter une idée. Vous avez tout intérêt à examiner vos options avant de faire un choix. Je suis d'accord, vous devriez porter plainte. Donc ça ressemble un peu aussi à ce qu'on a vu tantôt, là, l'évaluation. Donc, évidemment, il y a des enjeux si on dit qu'on est d'accord que la personne devrait porter plainte. Donc ça, c'est quelque chose qui est à proscrire aussi. Le bilan, faire une synthèse des thématiques abordées, faire réfléchir la participante, reprendre le contrôle de l'entrevue au besoin. Donc, par exemple, jusqu'ici, nous avons abordé plusieurs de vos relations amoureuses, familiales, amicales. Ce qui en ressort, c'est... Donc, on fait une espèce de wrap-up. Aimeriez-vous ajouter quelque chose par rapport aux expériences qui ont été mentionnées? Donc, ça, c'est souvent la question, en fait, que je pose vers la fin. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas abordé, que vous trouvez important, que vous aimeriez ajouter, etc.? En général, c'est vraiment la dernière question que je pose. Et c'est fait à la fin d'un thème, en fait, ou de l'entrevue. Maintenant, on rentre dans le vif du sujet. Est-ce qu'il y avait des questions avant qu'on poursuive sur les techniques d'entrevue? Génial. Donc, entrevue de recherche sensible au trauma et aux enjeux de pouvoir. Donc, quelques pistes pour guider les intervieweurs. Donc, je vous ai mis ici quelques pistes. Évidemment, ce n'est pas exhaustif, mais c'est à la lumière, en fait, de mes propres expériences, mais aussi de ce que j'ai appris en travaillant dans le domaine sur le trauma. Donc, voici quelques pistes. Premièrement, en fait, il y a deux grands objectifs qu'on pourrait viser pour qu'une entrevue soit sensible au trauma. Donc, elle doit éviter la retraumatisation, mais elle doit aussi favoriser la reprise de pouvoir chez les participantes. Donc, pour éviter la retraumatisation, qu'est-ce qu'on peut faire? Bien, c'est important de donner toute l'information nécessaire à une participation éclairée, donc de bien exposer c'est quoi le sujet, les thèmes, les questions d'entrevue, les risques et les bénéfices. Donc, généralement, évidemment, c'est quelque chose qu'on présente dans notre formulaire de consentement, mais j'aime bien rappeler les éléments importants dès le début d'une entrevue quand même si la personne a déjà lu le formulaire de consentement. Je ne repasse pas au complet avec elle, mais les choses que je vais m'assurer de lui dire, c'est vraiment les questions qui vont être explorées, les risques qu'elle peut encourir et toutes les mesures de confidentialité aussi qui sont prises. Donc ça, ce sont les 3 éléments super importants que je prends toujours la peine de rementionner dès le début de l'entrevue. Ensuite, instaurer un espace sécuritaire pour la personne. Donc, on va décortiquer ensemble après, j'ai une autre diapositive à ce propos, comment on fait pour instaurer un espace qui est sécuritaire. Demeurer alerte à l'état de la personne aussi avant, pendant et après l'entrevue. Donc, je vais vous donner quelques petits cues aussi que vous pouvez observer chez la personne pour voir est-ce qu'elle est vraiment dans des bonnes dispositions pour participer? Est-ce qu'il y aurait un risque de la retraumatiser? Est-ce qu'elle peut être à risque de vivre une reviviscence, etc. Et aussi, bien important, faire un débriefing post-entrevue et accompagner vers des ressources d'aide aux besoins.
Le débriefing, moi, je le fais constamment là, après chaque entrevue. Donc, ça peut être, par exemple, juste de demander à la personne comment elle a trouvé l'entrevue, comment elle se sent après l'entrevue, est-ce qu'il y avait des sujets qui ont été plus difficiles à aborder, etc. Puis aussi, accompagner vers des ressources d'aide. Souvent, on a tendance à juste donner à la personne, en fait, une liste de ressources. Mais ce que je me suis rendu compte avec mon expérience, c'est que souvent, les personnes, ben, ils vont pas la consulter tant que ça, la liste, mais c'est pas qu'ils en ont pas de besoin, c'est juste parce que c'est comme un trop grand pas pour eux de faire ce petit step-là qui est de contacter, en fait, des organismes. Fait que ce que je leur propose, à la place de juste leur donner la liste, c'est leur dire ben, est-ce que tu sens que tu aurais besoin de consulter un organisme? Si tu veux, je peux t'accompagner, je peux te cibler certains organismes puis voir avec toi lesquels qui seraient les mieux adaptés pour toi. Donc, il y a comme un petit quelque chose de plus que je fais avec les participants qui est un accompagnement plutôt que de seulement leur donner une liste de ressources. Puis évidemment, on ne veut pas insister non plus. Là, si la personne dit j'en ai pas besoin, j'en ai pas besoin, on respecte ça aussi. Ensuite, pour favoriser la reprise de pouvoir, ben, c'est super important de minimiser en fait les enjeux de pouvoir entre l'intervieweur et l'interviewé. Et particulièrement quand on travaille avec des populations plus marginalisées, donc par exemple les personnes issues des communautés LGBTQ+, les personnes racisées, etc. Donc ça, c'est vraiment très, très, très important. Puis on va regarder ensemble qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de minimiser un peu ces enjeux de pouvoir-là. Et évidemment, redonner du pouvoir aux participants, participantes. Donc on va essayer de décortiquer ça un peu. Donc, en parlant de ce qui est nécessaire que les participants sachent, il y a entre autres les risques qu'ils peuvent encourir en participant à une entrevue, mais il y a aussi des bénéfices. Puis ça, c'est important en tant que chercheur ou en tant qu'intervieweur ou étudiant, étudiante, de connaître ces choses-là. Okay? Donc, les risques et les bénéfices à participer à une entrevue sur les traumas. Donc, je vous les expose brièvement. Si jamais vous voulez en savoir plus, j'ai mis ici des petites références. D'ailleurs, vous allez pouvoir avoir accès au PowerPoint après, si jamais vous le voulez. Donc, les risques, évidemment, il y a possibilité que les participants soient amenés à revivre, en fait, leur événement traumatique durant l'entrevue. Donc, juste le fait de savoir qu'ils vont participer à une entrevue ou durant l'entrevue, ils vont être amenés à raconter, en fait, ces événements-là. Donc, la reviviscence, ça peut se manifester de toutes sortes de façons, mais on va souvent le sentir qu'il y a vraiment déjà d'emblée un malaise qui s'installe, la personne ne semble pas bien. Puis je vais vous parler tantôt de c'est quoi un peu les indices qu'on peut remarquer chez une personne qui est peut-être moins disposée à faire une entrevue ou qui peut être justement dans un état de reviviscence. Évidemment, sans nécessairement que ça soit la reviviscence, mais il peut y avoir un rappel de souvenirs ou d'émotions qui sont douloureuses. Il y a aussi des possibles impacts s'il y a des procédures judiciaires qui sont en même temps, donc notamment le fait que l'entrevue qui va être enregistrée est un subpoena, je ne sais pas comment le dire en français, mais c'est une assignation à comparaître. Donc, ça, c'est important que si jamais vous faites, par exemple, des entrevues avec des personnes, justement, là, qui, pour les événements qu'ils ont vécu, bien, sont présentement dans des procédures judiciaires pour ces événements-là, de leur mentionner, en fait, que l'entrevue qui est enregistrée pourrait être assignée à comparaître en cours. Ce que ça veut dire, c'est que le matériel pourrait être utilisé comme preuve. OK? Donc, c'est juste important de leur dire pour qu'ils puissent prendre une décision qui est quand même éclairée, mais je vous dirais que quand on fait notre formulaire de consentement en général, si on pense que ça peut arriver, on le mentionne. Oui, Maggie? Oui, ben moi, ma question, c'est parce que j'en ai pas encore fait, mais je me demandais, est-ce que ça peut être utilisé, dans le fond, judiciairement à tous les cas ou
Non, puis en fait, tu sais, je vous le mentionne parce qu'il y a une possibilité, mais en fait, ça m'est jamais arrivé, là. Puis, tu sais, il faudrait que la cour soit au courant qu'il y a une entrevue qui a été faite, alors que généralement, c'est un processus qui est anonyme et confidentiel. Mais il y a toujours ce petit risque-là qu'on ne peut pas toujours contrôler à 100%. Donc, c'est juste important de le mentionner aux participants, participantes. Mais je ne pourrais pas vous en dire beaucoup plus là-dessus parce que ça ne m'est jamais arrivé. Donc, je ne sais pas comment ça peut être utilisé, de quelle façon, quel enjeu concrètement ça a dans la cause de la personne. Je ne peux pas vous dire ben. Parfait, merci. De rien. Rose? Oui, bonjour. En fait, je me demandais juste, ben là, je sais pas si tu vas pour me répondre, mais je veux savoir, est-ce que ça pourrait être utilisé contre la personne comme ça ou Je pense pas que ça pourrait être utilisé contre la personne, mais en fait, peut-être là, si dans son entrevue, justement, il mentionne des éléments qui sont contradictoires avec son témoignage. Donc, peut-être. Mais c'est une supposition. Je peux pas vous dire hors de tout doute. OK, ouais. Merci. De rien. Alexandre? Pour faire l'objet d'un signalement à la DPJ, là, j'imagine qu'il faut le dire au début de l'entrevue aussi, le spécifier que s'il y a des éléments qui sont divulgués qui pourraient faire l'objet d'un signalement. Mais si on ne le dit pas à l'avance, qu'est-ce qu'on fait dans ce genre de situation-là? C'est qu'en fait, premièrement, ça devrait toujours être mentionné dans votre formulaire de consentement d'emblée. Donc, ça, c'est la première chose. Puis évidemment, ça peut être autant si vous faites une entrevue auprès d'une personne de moins de 18 ans ou, par exemple, d'un adulte qui mentionne avoir commis certains gestes ou etc. Donc, vous devriez le mettre d'emblée dans votre formulaire de consentement. Évidemment, si ça s'applique à votre thématique de recherche, là, on ne le met pas toujours d'emblée non plus. Sinon, il peut aussi y avoir pas juste le signalement, mais un appel à la police si la personne mentionne, par exemple, je sais pas, j'ai souvent des idées, je pense à tuer ma conjointe ou des trucs comme ça, là. Donc, ça aussi, ça peut être mentionné. Mais je vous dirais qu'en général, on essaie de le faire cas par cas, là, selon les études, pour pas que les participants soient nécessairement, tu sais, comme alertés de ça sans que ça soit même en lien avec le sujet de l'étude, là. Mais c'est important de le mettre dans le formulaire de consentement. Puis, en général, c'est ça. Ça peut être quelque chose qu'on rappelle justement en début d'entrevue avec la personne. Oui, Stéphanie? Oui, bien, juste, mettons, pour rajouter, j'ai fait une étude avec des jeunes qui avaient moins de 18 ans, puis je le mentionnais au début, puis juste aussi pour que ce soit moins épeurant, je leur disais, faut que tu saches que si jamais tu me dis, il y a une situation, tu es actuellement dans cette situation-là, tout ça, moi, je suis obligée de le dire à la DPJ, mais je ne ferais pas ça dans ton dos. On arrêterait l'entrevue, on en discuterait, on en parlerait ensemble avant que ça se passe, mais tu dois savoir que ça peut arriver. Aussi pour éviter, c'est ça, pour que la personne parce que ça peut être comme un peu intense de se faire dire ça, mais en même temps, de le mettre en contexte. Oui, super bonne intervention, Stéphanie, merci. Effectivement, c'est ça, quand on travaille avec des jeunes, on essaie aussi un peu de les rassurer, hein. Tu sais, ça peut faire peur là, de voir ça. Puis surtout, ils ne savent pas trop quoi s'attendre là, quand on parle d'un signalement à la DPJ. Donc oui, c'est bien de mettre en contexte, d'expliquer notre rôle, puis de rassurer que dans le fond, c'est pour prendre soin du jeune, en fait, là, qu'on fait ça. Ensuite, par contre, il faut savoir que oui, il y a des risques, mais il y a aussi des bénéfices à une participation à une recherche sur les traumas. Donc, il peut avoir un effet libérateur du dévoilement qui va contribuer aussi à leur processus de rétablissement. J'ai beaucoup de participants qui m'ont mentionné que j'étais la première personne à qui ils parlaient de ces événements-là. À la fois, c'est tellement triste, mais à la fois, je me dis que c'est beau aussi de vouloir contribuer en fait à aider les autres en offrant son témoignage pour une première fois, en racontant son histoire pour une première fois. Donc ça aussi, c'est super important à prendre en considération.
Ils veulent aussi faire sens avec leur histoire, puis ça peut les amener à faire certaines prises de conscience quand ils vont raconter. C'est rare qu'ils vont avoir l'occasion, tu sais, d'avoir quelqu'un qui est là pour juste les écouter, puis qui racontent leur histoire de A à Z sans jugement. Fait que souvent, ils apprécient beaucoup, beaucoup ce moment-là, puis ça leur fait prendre beaucoup de prise de conscience. Ça leur permet aussi de construire le narratif de leur histoire, donc ce qui permet aussi de reprendre un peu de pouvoir. Donc, puis c'est possible aussi qu'en cours d'entrevue, en racontant les choses, ils changent un peu leur narratif, tu sais, qu'ils se rendent compte qu'ils se sont beaucoup positionnés en tant que victimes de ces événements-là, mais qui, au fur et à mesure, change le narratif en se positionnant plutôt comme un survivant, puis en faisant preuve de beaucoup de résilience aussi par rapport à ce qu'ils ont vécu. Ils peuvent aussi recevoir de l'information ou être dirigés vers des ressources d'aide. Donc ça aussi, ça peut être super important. Puis je vous dirais qu'il y a des participants qui vont participer à une entrevue de recherche pour justement recevoir, être aidés en fait. Des fois, c'est comme un peu un appel à l'aide aussi, puis ils ne savent pas trop vers se tourner. Donc, il y en a qui vont accepter de participer pour ça. Et aussi, ce qui est le plus fréquemment mentionné, aider la cause ou aider d'autres survivants, survivantes. Donc, beaucoup vont avoir comme premier motif d'aider en fait d'autres personnes qui ont vécu des choses semblables. D'ailleurs, ça fait partie des questions avec lesquelles j'aime finir l'entrevue. Tu sais, quels conseils pourriez-vous donner ou qu'est-ce que vous aimeriez dire à une autre personne qui a vécu des événements semblables? Je trouve que ça fait un beau wrap-up, puis justement, tu sais, ça vient renforcer leur reprise de pouvoir, puis pourquoi ils venaient faire l'entrevue, en fait. Fait que c'est une suggestion que je vous fais, là, évidemment, c'est pas obligatoire, mais j'aime beaucoup terminer par cette question-là. Rose, est-ce que tu avais levé ta main ou c'est juste que tu as oublié de la baisser? J'ai oublié de la baisser, désolée. OK, pas de problème. Puis, en fait, il y a eu quelques recherches qui ont été faites aussi, notamment pour savoir est-ce qu'il y a plus de risques ou plus de bénéfices à participer à une entrevue sur les traumas. Et la plupart des études s'entendent pour dire qu'il y a davantage de survivants qui déclarent que la participation à ces études-là cause peu de détresse, puis en fait, a beaucoup plus de bénéfices. Maintenant, on parlait tantôt un peu de l'espace sécuritaire. Donc, comment qu'on fait pendant une entrevue pour développer un espace sécuritaire pour la participant ou le participant ou la participante? Et cet espace-là, elle est vraiment nécessaire aussi pour établir le lien. Oui, pour prévenir la retraumatisation, mais aussi pour établir le lien avec la personne. Donc, tout d'abord, on doit s'assurer de créer un espace sécuritaire sur le plan physique. Donc, parfois, on peut faire des entrevues qui sont en face à face et parfois en ligne. Donc, je vais vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire. En face à face, par exemple, on pourrait placer une chaise qui est près de la porte. Donc, pour montrer que si jamais la personne ne se sent pas à l'aise ou que souvent les participants peuvent avoir aussi des symptômes de stress post-traumatique, donc plus hypervigilants, plus alertes, ont besoin d'avoir à proximité une sortie. Donc, on peut installer une chaise qui est près de la porte, ça envoie indirectement le message. On peut aussi installer une certaine distance entre les chaises. Il y a certaines personnes aussi qui sont moins à l'aise avec la proximité. Donc, évidemment, on ne met pas complètement à l'autre bout, là, mais tu sais qu'il y a quand même une bonne distance entre les chaises. Avoir un décor qui est quand même chaleureux. Évidemment, la boîte de mouchoirs à proximité, c'est toujours un must ou un petit verre d'eau aussi, parce que des fois, les participants, ils peuvent être amenés à avoir beaucoup d'émotions en racontant leur histoire. Je vous dirais, faites attention, le décor chaleureux, oui. Par contre, les fragrances, OK? À éviter beaucoup, parce que les fragrances, en fait, peuvent redéclencher, en fait, une certaine reviviscence de leur trauma.
Par exemple, là, justement, si on met une odeur, je ne sais pas, là, je vous donne un exemple, mais de lilas, puis un participant qui a vécu, je ne sais pas, une agression sexuelle et que il y avait une odeur de lilas dans la pièce, bien, juste le fait de ressentir ça à ce moment-là, bien, ça va déclencher un peu les mêmes émotions qu'il a vécues durant les abus sexuels. Puis à ce moment-là, bien, c'est vraiment pas ça qu'on veut. Là. On ne veut pas déclencher une reviviscence. Donc, faites attention à ça. Évidemment, on peut pas éviter tous les déclencheurs. Là. Il y en a tellement, là, je veux dire, qui sont propres à chaque personne. Mais c'est ça, les odeurs, faites vraiment attention avec ça. Pour les entrevues en ligne, on doit s'assurer que la personne est dans une pièce fermée et seule, autant que possible, je dirais, parce qu'on ne peut pas non plus avoir le contrôle total, là, mais moi, d'emblée, je le dis à la personne, OK, est-ce que tu es bien dans une salle tout seul? Est-ce qu'on peut se parler en toute confidentialité? Donc, je le mentionne d'emblée. Rassurer aussi sur les paramètres de sécurité et de confidentialité, super important aussi. Parce que souvent, ils vont raconter une histoire qui implique peut-être le nom de leur agresseur, la famille, etc. Donc, des informations très sensibles. Puis pour être sûr qu'ils soient capables de nous donner ces informations-là, puis de se dévoiler, il faut les rassurer sur les paramètres de confidentialité qui sont prises. Donc, généralement, c'est évidemment, mettons, quand on fait une entrevue Zoom, d'assurer de mettre un mot de passe, que quand on enregistre, on s'assure de bien juste le mettre sur notre ordinateur pour commencer, qui est protégé par un mot de passe. Qu'est-ce qu'on peut mentionner d'autre? Quand on fait la retranscription de l'entrevue, on s'assure qu'il n'y a aucune information qui va permettre de reconnaître la personne. Je vous donne un exemple. La personne vous dit mon agresseur Jérémy. À ce moment-là, on enlève le mot Jérémy durant la retranscription. Et ça, ce sont des choses que je prends la peine d'expliquer aux participants avant l'entrevue. Bien expliquer aussi en quoi consiste l'entrevue, qu'est-ce qu'on va en faire, parce que c'est quand même leur témoignage, c'est leur histoire, c'est souvent ce qu'ils ont de plus précieux. Donc, qu'est-ce qu'on va en faire, comment ça va nous aider. Donc, ça, on l'explique. C'est quoi les sujets aussi qui sont abordés, comme je vous mentionnais tantôt. Puis expliquer que c'est normal que ça puisse susciter des émotions parce que c'est un sujet qui est sensible. Fait que déjà, en mentionnant ça, que c'est normal, c'est comme si on les autorise indirectement à le faire, à se laisser aller puis à aller plus dans l'émotion. C'est pas l'idéal, mais en général, j'offre toujours la possibilité aux personnes de fermer leur caméra si elles se sentent moins à l'aise. Évidemment, c'est moins fun pour nous, c'est plus difficile pour nous aussi parce qu'on n'a pas accès au non-verbal. Mais je pense que c'est quand même une intervention qui est nécessaire et qui permet peut-être à la personne de se sentir plus à l'aise s'il n'y a pas le visuel. Donc, je l'offre toujours d'emblée. À part si, par exemple, on veut observer des interactions ou des indices non-verbaux, là, on n'a pas le choix, puis on le met tel quel dans notre formulaire de consentement. Mais si, en général, on veut juste avoir accès au verbal, j'offre toujours la possibilité de fermer la caméra. Pour créer un espace sécuritaire sur le plan psychologique, donc, je nomme toujours aux participants qui ont la possibilité de mettre sur pause ou d'arrêter l'entrevue à tout moment. Je mentionne aussi qu'ils ont la possibilité de ne pas répondre à toutes les questions qui sont posées, puis qu'ils peuvent décider en fait du niveau de détail qu'ils vont donner sur certaines expériences. Donc, je leur mentionne d'emblée s'il y a certaines questions que tu te sens moins à l'aise de répondre ou certains sujets que tu te sens moins à l'aise de parler, tu me le dis, puis je vais passer à un autre thème de l'étude. Mais en général, ça arrive très, très, très peu souvent. Puis, je vous dirais, rappelez-vous aussi que les participants, ils ont lu votre formulaire de consentement, ils savent, ils s'en viennent parler de quoi, là. Ils savent qu'ils s'en viennent pas parler de c'est quoi leur marque préférée de céréales, là. Je veux dire, ils sont au courant aussi qu'ils vont venir parler de leur trauma. Donc, mais je me permets de leur dire que c'est quand même une possibilité. Et ils ont aussi la possibilité de se retirer, en fait, même après l'entrevue. Donc, ils peuvent toujours nous réécrire et nous dire je ne souhaite plus finalement faire partie du projet. Je souhaite que
témoignage soit retiré et c'est possible aussi. Et ça aussi, généralement, c'est mentionné dans le formulaire de consentement. Donc, pourquoi j'offre toutes ces possibilités-là aux participants, participantes? Bien, parce que, premièrement, ça leur donne des choix, donc ça favorise leur reprise de pouvoir sur l'entrevue, sur leur récit, sur leur vécu, en fait. Donc, puis ça permet aussi à la personne d'être plus sécuritaire pour se dévoiler, d'être plus en confiance, en fait. Hein, ça va vraiment favoriser un sentiment de contrôle et de confiance, autant chez les participants, puis autant chez nous en tant qu'intervieweurs, intervieweuses. Voilà. C'est important aussi de demeurer alerte à l'état du ou de la participant-participante. Donc, voici les choses auxquelles vous pouvez porter attention. Donc, vous pouvez remarquer peut-être que la personne va avoir certains malaises en lien avec le sujet ou directement en lien avec l'entrevue. Donc, on peut sentir qu'il y a un inconfort, une attitude réfractaire ou d'emblée vraiment une fermeture chez la personne. Je vous dirais par contre que des fois, ça peut être juste en début d'entrevue, puis après, ça peut s'estomper là, au fil de l'entrevue. Donc, je ne vous dirais pas, dès que vous voyez ça, ben, finalement, mettez fin à l'entrevue. Non, on peut être amené à le tolérer un peu au début. Mais si on voit que ça persiste vraiment, vraiment beaucoup durant l'entrevue, bien, on pourrait être amené à se questionner, bien, ça vaut-tu vraiment la peine de continuer? Peut-être que la personne aussi, elle nous donne vraiment des réponses super courtes. Puis, on voit vraiment qu'elle n'est pas à l'aise. Fait que ça, c'est important d'en prendre conscience, de regarder aussi les indices non-verbaux en général, mais aussi le ton de la voix de la personne. Les symptômes dissociatifs, donc là, je ne vous fais pas tout un cours 101 sur ce que c'est la dissociation, mais c'est quelque chose qui peut être présent chez beaucoup de survivants, survivantes de trauma. Donc, qui est comme une espèce de sentiment de déconnexion avec soi-même, avec son identité, avec ses pensées, avec ses émotions. Puis c'est souvent un peu un mécanisme de protection. Okay? Quand ils vont vivre quelque chose qui est très douloureux, raconter par exemple des événements, ben, ils peuvent se couper en fait de ces émotions-là ou tout simplement de leur corps. Okay? Puis, ça, on va parler souvent d'une hypoactivation. Donc, par exemple, les indices qu'on peut remarquer de ça, la personne évite le regard, il y a vraiment des longs délais de réponse après chaque question, la personne semble confuse, il y a comme une espèce de perte de contact avec la réalité, les réponses sont très, très peu élaborées. Donc, c'est comme si la personne, elle n'est plus là, elle n'est plus dans l'entrevue, elle n'est plus dans son corps, elle n'est plus avec vous dans ce moment-là parce que c'est trop difficile. Donc, on peut remarquer ces indices-là. Sinon, il peut y avoir un peu le contraire aussi, qui est plus des symptômes qui sont anxieux, donc une hyperactivation. On va remarquer que la personne a su beaucoup, elle semble vraiment agitée, elle a la difficulté à se concentrer, on a toujours besoin de répéter les questions. On va remarquer que la personne est beaucoup hyper vigilante, regarde beaucoup alentour d'elle, etc. Donc là, on peut remarquer plus une hyperactivation. Donc ça, ce sont toutes des indices qui peuvent être des symptômes, en fait, qui sont issus des traumas qu'ils ont vécu. C'est important de demeurer attentive à ça, puisqu'on ne veut pas les amener à revivre leur trauma là, durant l'entrevue. Hein. Qu'est-ce qu'on fait si on remarque certains de ces symptômes-là ou certains malaises? Bien, premièrement, on va évaluer. Est-ce que ça persiste durant l'entrevue? Est-ce qu'on remarque plusieurs signes? Est-ce que des signes sont vraiment importants? Là, si on remarque que la personne hyperventile est en détresse, bon, on s'entend que c'est un signe assez important aussi. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est nommer et valider. Donc, on va nommer à la personne, on va mettre l'entrevue sur pause, on va nommer à la personne ce qu'on observe chez elle. Et aussi rappeler que c'est normal, en fait, que c'est un sujet qui est difficile à aborder. Puis ensuite, on peut demander, est-ce que vous avez besoin de prendre une pause? Est-ce qu'on devrait mettre fin à l'entrevue? Est-ce qu'on devrait continuer? Puis toujours expliquer pourquoi qu'on fait ça, okay? Pour que ça fasse sens pour la personne.
Donc, que le but, c'est justement qu'elle soit capable de nous raconter ces événements-là, pas en les revivant, en fait. Okay? Donc, c'est vraiment dans une optique de prendre soin de la personne. Puis je pense que quand c'est amené comme ça, c'est bien reçu, là. Super important, ne jamais, jamais privilégier l'entrevue au détriment du bien-être d'un participant ou d'une participante. Donc, évidemment, tu sais, j'essaie toujours de demander à la personne ce qu'elle souhaite faire parce que je veux quand même qu'elle, tu sais, comme on parlait tantôt, lui donner le pouvoir de qu'est-ce qu'elle fait de l'entrevue, puis pas non plus l'infantiliser. Je pense qu'elle peut être aussi capable de remarquer que oui, ça va pas ou de prendre une décision pour voir ce qui est mieux pour elle. Mais si je vois que c'est vraiment trop, je pourrais prendre la décision de mettre fin à l'entrevue, même si la personne me dit qu'elle a envie de continuer, en lui soulignant justement pourquoi je le ferais. Là. Donc, dans une optique vraiment de prendre soin d'elle. Puis c'est possible aussi de dire à la personne bien, que si jamais elle souhaiterait reparticiper à un autre moment, on pourrait la recontacter là, si jamais ça va mieux ou que justement elle a accès à d'autres services d'aide. Donc, c'est pas nécessairement de mettre fin pour toujours, mais on pourrait aussi offrir de reporter l'entrevue si jamais. Puis, c'est important aussi de s'assurer que la personne va rester dans sa fenêtre thérapeutique. Qu'est-ce que la fenêtre thérapeutique? Je vous présente en fait un concept en fait qui s'appelle The Tolerance Window de Siegel, qui a été adapté par Natacha Godbout, qui est ma co-directrice, là. Donc, elle en a fait une petite affiche comme ça qui s'appelle la fenêtre thérapeutique. Donc, c'est un peu ce que je vous parlais tantôt, là, les symptômes d'hyperactivation et d'hypoactivation qu'on peut observer chez une personne, chez un survivant ou une survivante de trauma. Donc, quand ces personnes-là sont dérégulées, ça veut dire qu'il peut avoir une reviviscence, bien ça, c'est les symptômes qui pourraient être amenés à vivre, en fait. Donc, ici, vous avez l'hyperactivation, que je vous parlais tantôt, qui est plus anxieux, submergé, un peu le sentiment d'être attaqué, persécuté, reviviscence. Et vous avez l'hypoactivation, qui est plus tout ce qui a trait à la dissociation et l'isolement. Puis, la fenêtre thérapeutique, en fait, ce que ça mentionne, c'est que c'est un espace, en fait, où on peut aborder les traumas avec la personne et où, oui, la personne va être amenée à vivre certaines émotions difficiles, mais va être capable de les tolérer. Donc, elle ne sera pas dérégulée, tu sais. Donc, c'est important d'amener la personne à rester dans cette fenêtre-là sécuritaire où les émotions difficiles ne vont pas justement raviver en fait tous les traumas puis ne vont pas déréguler la personne. Okay? Là, je vous parle de concepts très thérapeutiques, là, donc ce n'est pas votre rôle en tant qu'intervieweur de faire une thérapie de cette nature-là avec la personne, mais c'est juste pour que vous gardez en tête un peu de qu'est-ce que vous devriez repérer chez la personne pour voir si elle est dérégulée ou si elle est encore dans sa fenêtre thérapeutique, okay? Pour vous aider à prendre une décision si vous devez mettre fin ou non à l'entrevue. Je vais prendre une petite gorgée. Donc, minimiser les enjeux de pouvoir et favoriser l'empowerment des participantes, aussi super important. Pourquoi c'est particulièrement important auprès des survivants de trauma selon vous? Si je peux me tenter. Oui. Ben, c'est sûr que dans une agression, il y a eu un rapport de pouvoir qui a été instauré de domination sur la personne. Puis j'imagine que juste avoir un certain rapport de pouvoir dans une relation peut revictimiser ou en tout cas réactiver chez la personne des émotions négatives liées au trauma. Oui, super bonne réponse, Rose, merci. Effectivement, il y a des enjeux de pouvoir déjà dans un événement de trauma interpersonnel, donc souvent de victimisation.
Et évidemment, on veut essayer de ne pas raviver ça dans le cadre d'une entrevue. Mais c'est sûr que de par la nature professionnelle de l'entrevue, il y en a un contexte de pouvoir. On ne peut pas se voiler la face, là, il y en a un. Mais c'est juste qu'on peut faire des petites choses qui vont aider à minimiser en fait ces enjeux de pouvoir-là ou cette différence dans le pouvoir qui est attribué à l'intervieweur. Puis oui, c'est particulièrement important auprès des survivantes de trauma pour cette raison, mais aussi parce que ce sont des événements qui vont rendre souvent les personnes survivantes de trauma qui vont leur faire développer un grand sentiment d'impuissance. Hein? Ce sont des actes d'assujettissement où la personne elle est dépourvue de tout son pouvoir, même dépourvue de son propre corps, bien souvent. Et donc, on ne voudrait pas faire revivre non plus ce sentiment d'impuissance-là dans le contexte de l'entrevue. Donc, c'est important de tout faire ce qu'on peut pour leur redonner du pouvoir dans ce contexte d'entrevue-là. Qu'est-ce qu'on peut faire? Cesser de considérer, d'abord, cesser de considérer et de nommer les survivantes de trauma comme une population vulnérable. Vous l'avez certainement vu dans certaines présentations, certains articles, ou même à l'oral. Des fois, on a tendance à parler de population vulnérable. Je vous invite à changer un peu de vocabulaire. Pourquoi? Parce que juste le fait, des fois, c'est pas mal intentionné, là, évidemment, mais juste le fait de dire que ce sont des populations vulnérables contribue un peu à l'image des victimes qui sont faibles et qui ont besoin d'être pris en charge par des personnes qui n'ont pas vécu des traumas. Donc, faites attention un petit peu à ce vocabulaire-là. Je vais sûrement parler de populations plus victimisées parce que ça réfère davantage à ce qu'ils ont vécu plutôt que de les considérer comme étant vulnérables. Développer le lien avant même l'entrevue. Donc ça, c'est le petit moment là, avant qu'on commence avec une question d'entrevue où on parle à la personne. Oui, on lui explique un petit peu, comme je parlais tantôt, les enjeux à la participation, les mesures de confidentialité, etc. Mais il y a possibilité aussi de faire un peu du small talk. Donc, par exemple, est-ce que vous avez de la difficulté à trouver le local? Ça fait du bien, enfin, une belle journée. Donc, des fois, du petit small talk aussi, ça peut aider à montrer à la personne que on est une personne, nous aussi, comme les autres, là, qui parle de pluie et du beau temps. Parler de son parcours aussi ou de son intérêt pour le sujet d'étude. Ça, généralement, les participants, ils aiment beaucoup quand on leur parle d'où on vient, pourquoi on s'intéresse à ce genre d'expérience-là ou de sujet-là, en fait. Donc, ça peut permettre déjà de créer un petit lien avec eux. Offrir des choix aux participantes. Donc, je vous le mentionnais tantôt, super important pour leur redonner du pouvoir. Donc, ça peut être le moment ou l'endroit pour effectuer l'entrevue. Aussi banal que ça peut avoir l'air, le fait de leur demander de se choisir un pseudonyme, ça a une très belle signification. Puis je vous dirais que souvent, ils vont choisir un pseudonyme qui a une signification pour eux ou pour elles. Puis déjà, c'est comme de leur donner un peu un choix, donc une forme de pouvoir, mais aussi de connecter un peu avec l'entrevue puis de donner une signification particulière à l'entrevue. Évidemment aussi, caméra ouverte, fermée, comme je vous mentionnais tantôt. Donc, il y a plusieurs choix là, qu'on peut offrir aux participants pour leur montrer que, ils sont, on est là, oui, en tant qu'experts, mais on leur donne aussi le choix pour que tout se passe bien, pour que ça soit sécuritaire aussi de se dévoiler. Offrir des documents attestant de leur participation à la recherche. Je vous dirais que ça, je ne le fais pas d'emblée, là, mais tu sais, vous pouvez l'offrir, là, justement, un petit certificat de participation ou d'attestation que souvent ils vont garder, en fait, pour se rappeler qu'ils ont contribué en racontant leur histoire. Exprimer, partager des émotions avec les participantes. Évidemment, il faut essayer de doser là, tout ça. Là. On ne veut pas non plus tomber dans l'aspect sympathie où on pleure à chaudes larmes avec la personne. Mais je pense que c'est important quand même que
si la personne raconte quelque chose qui est très émotif pour elle, puis qui devient assez émotif pour nous, ben, on peut lui mentionner là, ce que tu me racontes, ça me touche. Je pense que ça permet vraiment de développer cette espèce de lien-là, puis connexion à la personne, puis va l'inciter à d'autant plus se dévoiler aussi par la suite. Mais c'est ça, évidemment, comme je vous dis, essayer de doser un peu aussi, là. Puis c'est possible, là, je veux dire, c'est pas notamment complètement à proscrire là, de pleurer durant une entrevue en tant qu'intervieweur, intervieweuse. Mais essayer de garder quand même un certain contrôle sur vos émotions pour être capable aussi de reprendre l'entrevue par la suite. Conclure l'entrevue en soulignant la force et la résilience des participants-participantes. Ça aussi, c'est super important. Ça permet justement de leur montrer que oui, ils ont vécu certains événements, oui, ils ont été victimisés, mais ils font preuve aussi d'une grande force et d'une grande résilience, surtout d'être capable de venir en parler aujourd'hui avec vous. Et proposer de partager les résultats de la recherche avec les participants et ou les organismes communautaires concernés. En général, je vous dirais que c'est une bonne pratique à faire en recherche de toujours redonner aussi aux participants d'une certaine façon, donc qu'ils sachent qu'est-ce qu'on a fait avec leur témoignage, comment ça va aider, mettons que ce soit des présentations, des articles, des petits livrets, etc., donc qu'on peut renvoyer aux participants une fois que la recherche est terminée. Est-ce que vous avez d'autres idées? Donc, pour continuer sur la même lignée, il y a les approches anti-oppressives et féministes qui ont développé plusieurs principes qui peuvent nous aider en tant qu'intervieweurs pour favoriser l'empowerment des participants et minimiser les enjeux de pouvoir. Donc, le premier principe est le principe d'empowerment ou de co-construction, qui positionne le participant ou la participante comme l'expert ou l'experte de son propre vécu. Ça, c'est vraiment, vraiment important que vous le gardez en tête, mais que ça transparaisse aussi dans la façon dont vous posez les questions, dont vous vous positionnez durant l'entrevue. C'est la personne elle-même qui est experte de son propre vécu, même si vous avez lu 100 articles scientifiques sur le sujet. Okay? Fait que rappelez-vous de ça, c'est vraiment important. Et je vous incite fortement, là, si vous avez la possibilité de vous inspirer des approches participatives, de les privilégier. Donc, c'est notamment d'impliquer, en fait, les principaux concernés, donc, par exemple, les survivants de trauma, dans la construction, en fait, de l'étude, que ce soit du début jusqu'à la fin ou juste par rapport à l'entrevue, en fait. Okay? Donc, de les impliquer activement dans la recherche et non pas de seulement les consulter comme experts. Fait que ça, évidemment, c'est à privilégier en général, mais ce sont des approches qui peuvent être plus coûteuses aussi. Est-ce qu'on peut avoir un exemple de comment on co-construit, on les implique juste autre que juste la consultation? Oui, bien en fait, ça peut être dès le début de l'entrevue. Par exemple, on fait une demande de subvention, puis là, après ça, on a la subvention, puis là, on doit développer notre questionnaire, notre canevas d'entrevue, etc. Donc, on peut faire un espèce de petit comité consultatif, donc composé de plusieurs personnes par qui la recherche est visée. Là, en fait, là, on peut prendre l'exemple des survivants de trauma. Donc, on fait un petit comité consultatif, puis on leur présente, mettons, OK, on veut faire une entrevue, voici les thèmes, est-ce que vous pensez qu'il y a d'autres thèmes ou d'autres questions qu'on pourrait ajouter? Donc, on les implique activement sur chaque chose qu'on va faire durant le processus de recherche, que ce soit la conception des outils, ça peut même aller jusqu'aux analyses ou la production, en fait, par la suite du matériel. Puis souvent, ça prend la forme de petits comités, là, justement, qu'on peut consulter à chacune des étapes. Est-ce que je réponds à la question? Oui, merci. Super. Le principe de décolonisation, donc, qui consiste surtout à mettre de côté vos connaissances et vos postures. Donc, on ne veut pas arriver avec nos grands sabots en prétendant tout connaître, là, évidemment,
parce qu'on a lu 100 articles scientifiques sur le sujet, par exemple. Puis évidemment, je ne pense pas que c'est votre cas, mais c'est important de se rappeler en fait qu'il ne faut pas partir avec plein de présuppositions ou ne pas imposer aussi certaines choses aux participants et aux participantes. Donc, c'est vraiment, ça revient un peu à ce qu'on dit là, plus haut, là, de les positionner eux-mêmes comme experts de leur propre vécu, puis de vraiment laisser aller la personne durant l'entrevue, OK? Puis de mettre de côté, en fait, tout ce qu'on a appris. La réflexibilité, donc c'est important pour les intervieweurs de réfléchir préalablement sur les rapports de pouvoir qui peuvent avoir lieu dans le contexte d'une entrevue. Comment ça pourrait teinter l'entrevue? Ça, c'est quelque chose qu'on doit faire là, avant même de commencer les entrevues. Là, okay? C'est quelque chose auquel on devrait réfléchir. Et c'est pas de faire comme s'il n'y en avait pas, mais c'est vraiment de faire ce qu'on peut pour les minimiser. Ça, c'est quelque chose qui est très, très, très important en général avec tout participant, particulièrement avec les survivants de trauma et particulièrement avec les populations racisées ou minoritaires. Donc, c'est quelque chose auquel on devrait réfléchir. Puis, par exemple, je ne sais pas, moi, je suis une personne blanche qui fait une entrevue avec des personnes noires. Il faut que je réfléchisse préalablement. Qu'est-ce que je vais faire si la personne, je la sens déjà réfractaire ou que me fait des commentaires par rapport au fait que je suis une chercheure blanche. Donc ça, ce sont toutes des choses auxquelles on devrait réfléchir préalablement. Et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse à ça, OK? C'est juste qu'il faut réfléchir à nous, comment on se sentira à l'aise de répondre. Est-ce que c'est quelque chose qui va tellement teinter l'entrevue qu'on devrait y mettre fin? Puis c'est pas une, comme je vous dis, c'est pas une réponse fixe. Là. Je peux pas vous dire, mais quand il y a ça, on met fin, quand il y a ça, on met pas fin. Il faut y aller aussi selon votre ressenti. Et aussi le principe de flexibilité et d'ouverture. Se rappeler que la recherche est un processus en soi, puis être ouverte au changement au fil des entrevues. Puis notamment, là, si on utilise les approches participatives, c'est de toujours considérer en fait ce que notre comité consultatif va nous mentionner. C'est super important. Maintenant, les situations délicates qu'on peut rencontrer en contexte d'entrevue. Donc, je vais vous inciter à participer. Le premier scénario, la peur du jugement. Donc, comment on réagit si, par exemple, un participant ou une participante nous mentionne « Je ne sais pas trop si je devrais te parler de ça, je suis certaine que ça va changer ta perception de moi. » Qu'est-ce qu'on pourrait lui dire ou qu'est-ce qu'on pourrait faire? Alexandre? Peut-être rappeler les objectifs de l'entretien, de dire que justement, on est centré sur le vécu de la personne, puis qu'on n'est pas là pour se faire une tête, pour juger les propos, puis il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, ou de bonne ou de mauvaise expérience, puis qu'elle est libre de nous donner les détails qu'elle veut, puis qu'il n'y aura pas de pression de notre part pour la forcer ou l'encourager à en donner davantage si elle ne se sent pas à l'aise. Oui, effectivement. Donc, super bonne intervention. De rappeler, en fait, ce que je vous mentionnais de dire là, dès le début d'entrevue, que la personne, elle est libre de nous raconter ce qu'elle veut bien nous raconter, puis nous donner le niveau de détail qu'elle veut bien nous donner. Puis pourquoi, par exemple, ça serait peut-être une moins bonne intervention de dire ben non, ça ne changera pas la perception que j'ai de toi. Oui, Alexandre? J'oserais dire spontanément parce que c'est un peu faux, parce que ça va teinter aussi ce qu'on va écrire et l'analyse qu'on va avoir de toute façon. Puis si la personne en plus nous révèle qu'elle a commis, par exemple, une agression sexuelle, puis que c'est pour ça qu'elle va douter notre réaction, ben on ne peut pas
on peut pas lui dire qu'on va pas mener des actions si ça a été fait sur une personne de moins de 18 ans, par exemple. Là. Fait que je pense, je dirais ça, là, spontanément. Ouais, oui, super bonne intervention, merci encore. Oui, effectivement. Puis, tu sais, ça revient un peu à ce qu'on parlait tantôt, l'approbation, la désapprobation de quelque chose. Hein. On ne veut pas se positionner en ce sens-là. Puis là, il y a d'autant plus d'enjeux parce qu'on est impliqué là, dans ce qui est mentionné. Donc, on essaie d'éviter, on essaie de ne pas trop embarquer dans le contenu de ce qui est dit, mais on s'assure juste de rappeler à la personne qu'elle est libre, en fait, de nous divulguer, de nous parler ce qu'elle veut bien nous parler. Puis on se rappelle aussi de tout ce qui peut favoriser l'espace sécuritaire psychologique. Donc, on peut les rappeler aussi, en fait, qu'est-ce qu'on a fait pour s'assurer que tout soit sécuritaire. Scénario 2, l'incitation à se dévoiler. Par exemple, la personne vous mentionne, est-ce que toi aussi, ça t'est déjà arrivé de... Puis on pourrait prendre un exemple assez extrême. Est-ce que toi aussi, ça t'est déjà arrivé de... d'avoir des relations sexuelles dans un lieu public? Qu'est-ce qu'on pourrait lui répondre ou comment on devrait réagir? Ah, Camille, je pense que tu t'es Ça m'est déjà arrivé en fait avec un participant. En fait, il me demandait comme si j'étais déjà allée dans tel bar que lui était déjà allé, quelque chose comme ça. Puis moi, j'ai dit, ben tu sais, c'est pas mon rôle à moi de te parler de mon expérience. On est là pour parler de ton expérience à toi. Puis j'aimerais ça que toi, tu me parles de ton expérience. Je sais pas si ça aurait pu être mieux fait, là, mais dans le fond, je lui ai relancé la balle. Mm-hmm. En mettant mes limites aussi, en disant qu'on est ben ouais, si on n'est pas là pour parler de moi. OK, parfait. Donc, mais je pense que, dépendamment du contexte aussi, peut-être pas comme est-ce que tu as déjà eu du sexe en public, là, mais je sais qu'il y a des populations qui vont aimer un certain dévoilement. Je pense à, mettons, à des communautés plus restreintes qui ont envie de parler avec des gens qui sont dans la même communauté qu'eux, comme des gens qui font du BDSM ou des gens, mettons, qui font du chemsex. Des fois, ils vont comme... Ouais, la ligne est difficile à gérer. Effectivement, Camille, super bonne intervention. Évidemment, on essaie de recentrer, hein, que l'entrevue, ben, elle n'est pas à propos de nous, elle est à propos de la personne, de son vécu à elle. Mais c'est jamais complètement à proscrire de se dévoiler. Donc, dans mon exemple, évidemment, on ne veut pas nécessairement dire si on a déjà eu des relations sexuelles en public, là, évidemment. Mais il y a certaines choses qu'on peut dévoiler qui ont moins d'enjeux. Par exemple, est-ce que tu as des enfants? Tu sais, des fois, ce sont des petites choses qui peuvent aider à connecter avec le participant ou la participante, comme tu l'as bien mentionné, Camille. Donc, je vous dirais, oui, recentrer, mais si vous sentez que de répondre à sa question puis de vous dévoiler un peu, ça pourrait contribuer en fait au lien que vous allez avoir avec la personne, vous pouvez le faire. Puis évidemment, si vous vous sentez à l'aise, OK? C'est vraiment super important que ce que vous dites, bien, vous vous sentez à l'aise de le mentionner. Mais ça peut aider à créer un certain lien puis inciter aussi en retour la personne à se dévoiler davantage. Par rapport à ça, j'aurais envie de te demander, tu sais, j'imagine qu'il faut aussi penser à ce moment-là à notre confidentialité à nous, parce que si on dénominalise, par exemple, l'entrevue pour la personne, pour le participant, reste que c'est quand même notre équipe de recherche qui va transcrire l'entrevue, la lire, tu sais, si on ne travaille pas tout seul, là, tu sais, s'il y a d'autres gens avec nous. Donc, se dévoiler au participant ou à la participante, ça veut dire se dévoiler à notre équipe de recherche aussi, là, dépendamment du dévoilement. Là. Oui, exact. Oui, Annie, puis dans le fond, moi je le précise aussi d'emblée aux personnes qui font la retranscription que toute information du participant ou de l'intervieweur, là, ben, c'est dénominalisé en fait. Sinon, c'est toujours possible aussi si on sent que c'est plus qu'une question de mettre l'enregistrement sur pause, là, si c'est possible aussi, on peut le faire. Mais souvent, ce genre de questions-là, ça n'arrivera pas durant l'entrevue. Je dirais que ça arrive dès le début de l'entrevue. Fait qu'avant même qu'on enregistre. Scénario 3, la séduction.
toujours la situation la plus malaisante. Peut-être pas la plus, mais une des plus malaisantes. Donc, par exemple, quelqu'un vous dit, en tout cas, tu sais, toi, comment parler aux femmes, j'aimerais ça pouvoir parler autour d'un café une prochaine fois. Qu'est-ce qu'on fait? Stéphanie? Moi, ça m'est arrivé, mais dans le contexte d'une recherche participative, là, où on allait plusieurs fois sur le même site avec les personnes. Puis la personne, dans le fond, je lui avais dit, écoute, j'apprécie qu'est-ce que tu dis, mais on ne pourra pas aller prendre un café à l'extérieur. On est ici pour faire la recherche. Puis si jamais, ça me fait plaisir de te parler dans ce contexte-là, mais on n'ira pas prendre un café à l'extérieur. La chose aussi que j'avais vérifié, par contre, c'était pas sur ce coup-là, là, mais c'était une personne qui était très isolée. C'était plutôt pas tant de la séduction, à mon sens, dans cette situation-là, mais une personne qui était isolée socialement. Fait que j'avais essayé pas un organisme qui pourrait, avec qui il se sentirait à l'aise d'aller peut-être pas prendre un café avec l'organisme, mais en tout cas avoir des activités à l'extérieur du site et tout ça. OK. Fait que d'emblée, c'était comme de refuser, en fait, la proposition. Là. Évidemment, on ne veut pas accepter d'aller prendre un café parce qu'il y a quand même la nature professionnelle du contexte d'entrevue. Donc, on s'assure de refuser poliment en rappelant notre rôle et le contexte professionnel. Puis c'est ça, bien évidemment, dans ton cas, c'était aussi la personne qui était isolée, donc qui avait peut-être juste besoin, tu sais, c'était peut-être pas dans une optique de séduction, mais d'avoir des rapports sociaux, là, des contacts sociaux. Donc ça aussi, ça peut être une alternative, mais si on sent que c'est vraiment dirigé vers nous puis que c'est dans un but de séduction, d'emblée, on s'assure de refuser poliment en rappelant la nature de l'étude. Mais je vous dirais aussi, tu sais, de ne pas être trop réactif par rapport à ça parce que, bien, en fait, c'est de comprendre pourquoi ça arrive sans nécessairement le tolérer, là, évidemment. Mais, tu sais, notamment, là, quand on fait des études avec des populations qui sont victimisées, qui sont traumatisées, qui ont vécu des événements assez difficiles, puis le fait de s'intéresser à eux dans un espace où ils peuvent parler comme ils veulent de leurs problématiques, bien souvent, ils vont développer rapidement le lien avec vous parce qu'ils n'ont jamais eu cet espace-là pour en parler, puis il y a une personne qui s'intéresse à eux. T'sais. Donc, des fois, ça peut être mal interprété aussi, puis ça peut amener la personne à vouloir justement aller plus loin dans cette relation-là. Okay? Donc ça, c'est important à garder en tête. Maintenant, on ne veut pas non plus tolérer ce genre de situation-là pour cette raison-là. Donc, on s'assure de refuser poliment, puis de mettre quand même ses limites assez rapidement durant l'entrevue. Parce que si ce n'est pas fait très clairement dès la première intervention, mettons quand il vous demande pour une première fois d'aller prendre un café ou qu'il vous fait des avances là, quand même assez claires, bien, c'est important d'emblée d'être très clair avec la personne pour pas que ça perdure durant l'entrevue, qu'il n'y ait pas de place à l'interprétation. Okay? Donc, on s'assure que le message soit très clair, mais si jamais ça persiste durant l'entrevue, qu'on sent mal à l'aise, qu'il nous complimente, qu'il continue de nous faire des avances, ou qu'il nous incite toujours à nous parler de nous, mais de notre intimité, bien, c'est dans notre droit, puis c'est même souhaitable de mettre fin à l'entrevue. Okay? Ça peut être très malaisant, là, évidemment, mais je vous dirais de vraiment vous écouter, puis si vous êtes... Mais dans tous les cas, là, si vous n'êtes pas à l'aise de faire une entrevue, mettez fin à l'entrevue. Okay? Parce que autant ça ne sera pas bon pour vous, ni pour la personne, ni pour les données qui vont être produites. OK? Fait que c'est dans votre droit, puis c'est même souhaitable de le faire. D'autres questions sur ce scénario-là? On en fait un petit dernier ensemble, puis après, la formation va être terminée. Donc, on en a parlé un petit peu tantôt. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on observe chez un participant ou une participante qui a une reviviscence du trauma? Par exemple, elle vous dit « je me sens pas bien, j'ai la difficulté à respirer, j'ai des souvenirs qui remontent ». Qu'est-ce qu'on peut faire?
Alexandre? Je sais pas à quel point on peut, là, mais moi, je mettrais momentanément un arrêt à l'entrevue, puis je gérerais les émotions de la personne, là. Je l'inviterais à faire, je sais pas, là, des exercices de respiration ou puis juste le dire, là, écoutez, on va prendre une pause là, de l'entrevue, là. On va prendre le temps aussi, on verra si vous voulez continuer par la suite. Vous n'êtes pas obligé non plus. Puis je me concentrerai plus là-dessus que sur faire l'entrevue à tout prix. Super bonne intervention, Alexandre. Puis je vois des têtes qui hochent comme ça. Oui, évidemment. Là, tu sais, on s'entend que là, on met fin, pas nécessairement on met fin, on peut commencer par mettre pause à l'entrevue, surtout si c'est enregistré, là, mais si c'est en vrai, on fait juste arrêter l'entrevue. Puis là, on demande à la personne, OK, tu te sens comme ça? Non, on va juste prendre un moment pour t'aider à aller mieux, à décompresser, à penser à autre chose. Fait que des fois, tu l'as bien nommé, ça peut être autant des exercices de respiration. L'exercice aussi que j'aime bien, en fait, qui aide à grounder un peu les participants, surtout quand ils ont des symptômes dissociatifs, c'est l'exercice 5-4-3-2-1. J'explique vite c'est quoi. C'est en fait, la personne doit vous nommer, c'est à propos des 5 sens, là, donc 5 choses qu'elle peut voir, 4 choses qu'elle peut entendre, 3 choses qu'elle peut sentir, 2 choses qu'elle peut goûter, puis 1 chose qu'elle peut toucher. OK? Ça, cet exercice-là, dans le fond, elle doit vous nommer ces choses-là. Ça aide à comme rester plus dans le moment présent, puis à comme diminuer un peu, apaiser un peu les émotions qui remontent. Okay? En général, je ne dirais pas que c'est un remède miracle non plus, là, mais ça peut aider justement. Sinon, ça peut être tout simplement d'aller prendre une petite marche à l'extérieur pendant quelques minutes, aller à la salle de bain, faire des exercices de respiration. Puis si on voit qu'au bout de plusieurs minutes, ça fonctionne pas ou que ça revient pas, qu'il y a encore une espèce de reviviscence qui s'installe, ben là, on met fin complètement à l'entrevue, puis on va accompagner la personne vers des ressources appropriées. Donc, il existe toutes sortes de ressources, mais je vous dirais que si jamais ça arrive ou que vous travaillez auprès de survivants de trauma, essayez de planifier ça. Par exemple, nous autres, quand on en faisait dans les locaux à l'UQAM, on disait toujours aux participants, s'il arrive quelque chose, on les redirige vers l'hôpital qui est juste en face, donc le CHUM. Puis on les accompagne vers là. C'est jamais arrivé, là. J'ai fait quand même beaucoup d'entrevues, mais on le mentionne quand même d'emblée. Donc, sachez quoi faire. Ayez un protocole bien établi si jamais ça arrive. OK? Autre chose? Alexandre? Essayez de ne pas paniquer aussi, là. S'ils réalisent que ça te fait paniquer toi-même, ça peut juste faire escalader la situation, là. Fait qu'autant que ça peut être tough des fois de réagir spontanément, je pense que des fois, le mieux, c'est juste de rester en silence puis de se concentrer sur toi, qu'est-ce que tu vas faire pour gérer ça avant d'essayer de gérer l'autre, là. Oui. Oui, effectivement. Puis les exercices de respiration, vous pouvez aussi les faire avec le participant ou la participante. Donc, essayez le plus possible de demeurer calme. Puis rester centré sur ce que vous devez faire. Là, parce que c'est ça, la personne, elle n'a pas besoin en plus de gérer vos états. Là. Donc, essayez le plus possible de rester calme. Puis en contrôle aussi de ce que vous allez faire, puis pour être plus à même d'accompagner la personne. C'est pas mal ça. Donc, on se rappelle ce qu'on a fait. La seule chose... Oui. Vas-y. Pardon? C'est juste, j'entends tout ça et je me dis juste, si c'est à distance, ça va être vraiment plus difficile par contre. Oui. On n'a pas accès à la personne, mettons qu'on lui... Puis on ne sait pas, mettons, qu'elle fermerait la caméra ou l'ordinateur, comme je pense que je serais capable de rester calme en face à face, mais si ça arriverait à distance, puis là, il y a une déconnexion ou quelque chose, je pense que là, je commencerais à paniquer, là, tu sais.
C'est une super bonne intervention, Stéphanie. Puis il y a des choses que vous pouvez faire aussi pour essayer de réduire un peu ça là, dans le contexte d'entrevues à distance. Quelque chose que je fais beaucoup, justement, quand je fais des entrevues en ligne, c'est demander premièrement le numéro de téléphone de la personne et lui dire que c'est seulement en cas d'urgence, mais aussi le numéro d'une personne en qui elle a confiance puis qu'on peut contacter si jamais il y a quelque chose. Donc, ce sont deux choses que je demande toujours au préalable aux participants. Donc, évidemment, ben, ça ne veut pas dire que les personnes vont répondre ou quoi que ce soit, mais déjà, tu sais, ça peut au moins créer une espèce de petit filet de sécurité si jamais il y a une déconnexion. Donc ça, ce sont les deux choses que je demande tout le temps, en fait, pour les entrevues à distance. Pour ce qui est de la caméra fermée, là, évidemment, ça, c'est... Tu sais, après, c'est un choix qu'on peut faire, nous, en tant que chercheurs, en tant qu'étudiants, en tant que professionnels. Est-ce qu'on oblige, en fait, que les participants aient absolument leur caméra allumée pour ces raisons-là? Ça se peut. Ça se peut même que votre comité éthique vous le demande. Mais je vous dirais qu'en général, pas nécessairement. Puis il y a possibilité de faire quand même un contexte qui est sécuritaire, même si la caméra est fermée. Vous pouvez même demander dire à la personne que si jamais ça ne va vraiment pas, de vous le dire ou de prendre une entente au préalable avec elle, justement, que si ça arrive, qu'est-ce que vous allez faire, etc. Donc, c'est toujours mieux de bien se préparer, justement, dans ce cas-là. Mais merci, Stéphanie, c'est effectivement une bonne intervention. Est-ce qu'il y avait autre chose? D'autres questions, d'autres interventions? Fait que je vous invite, si jamais vous faites des recherches auprès de participantes qui ont vécu des traumas, de vous faire un protocole bien établi avant même de commencer les entrevues. Qu'est-ce que vous allez faire dans tel type de situation, comment vous allez accompagner, etc. Donc, c'est tout. J'espère que vous avez apprécié ce petit webinaire. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez m'écrire via ce courriel, qui est mon courriel étudiant. Ça va me faire plaisir de vous répondre, que ce soit pour des questions générales, pour vos propres projets ou n'importe quoi. N'hésitez pas, ça va me faire vraiment plaisir. Puis ça fut vraiment un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Est-ce qu'il y avait des questions avant qu'on se quitte? J'ai vu dans le chat. Ah, merci beaucoup, merci beaucoup. Fait que je ne vous retiens pas plus longtemps. Merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci. Bye bye. Au revoir.